À Yopougon, une femme accusée de sorcellerie après avoir perdu ses grossesses voit sa vie basculer le jour où elle découvre un bébé abandonné sur les rives de la lagune ébriée. Rejetée par son mari, humiliée par le quartier, Aya n'imagine pas que cet enfant va changer son destin et révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre. Cette histoire africaine poignante parle de stérilité, de rejet, de trahison, mais aussi de courage, de maternité et de bénédiction cachée. Reste jusqu'à la fin, car ce que la vie a détruit chez Aya, elle va le reconstruire d'une manière totalement inattendue. Yopougon se réveillait chaque matin dans le bruit des klaxons, des vendeuses de beignets qui appelaient les passants, des enfants qui couraient pieds nus entre les maisons serrées les unes contre les autres. Au milieu de cette agitation permanente vivait Aya, une jeune femme dont la beauté tranquille contrastait douloureusement avec la vie rude qu'elle avait toujours connue. Aya était orpheline depuis l'enfance, élevée chez un oncle qui faisait de son mieux sans jamais vraiment remplacer l'amour de parents disparus trop tôt. C'est dans cette maison modeste qu'elle avait appris très jeune à se battre en silence, étudier la nuit à la lumière d'une ampoule faiblissante, croire que le travail honnête finirait toujours par payer. Contre toute attente, malgré la précarité et les moqueries de ceux qui disaient qu'une fille sans parents n'irait jamais loin, Aya avait obtenu une licence en économie, un diplôme qu'elle tenait comme une promesse de jours meilleurs. Peu de temps après, elle avait rencontré Kofi. Kofi était un jeune homme simple, respecté dans le quartier, employé dans une petite entreprise. Pas riche, mais travailleur. Au début, leur amour avait été fait de rires discrets, de projets murmurés le soir et d'un espoir partagé que la vie finirait par leur sourire. Ils s'étaient mariés sans faste, dans une petite cérémonie entourée de voisins curieux et de quelques membres de la famille. Aya se souvenait encore du jour où Kofi lui avait dit doucement « Aya, tant que nous sommes ensemble, tout ira bien ». Elle avait voulu le croire de toutes ses forces. Ne trouvant pas immédiatement de travail après ses études, Aya avait décidé de ne pas rester les bras croisés. Avec ses maigres économies, elle avait ouvert une petite boutique de friperie au coin d'une rue poussiéreuse de Yopougon. Elle vendait des vêtements soigneusement lavés et repassés, accueillant chaque cliente avec un sourire sincère. Peu à peu, la boutique était devenue une aide précieuse pour le foyer. Elle payait parfois l'électricité, complétait la ration de nourriture. Aya était fière de ne pas être un poids pour son mari. Mais le bonheur, fragile, n'avait pas tardé à se fissurer. La première grossesse avait été accueillie avec joie et bénédiction. Les voisines caressaient le ventre d'Aya en murmurant des prières. Sa belle-mère promettait déjà des noms et des fêtes. Puis un matin, sans prévenir, le sang, la douleur, l'hôpital et le silence lourd du médecin qui baissait les yeux. « Désolé, vous avez perdu l'enfant. On lui avait dit que ça arrivait, que ce serait pour la prochaine fois. » La deuxième grossesse, puis la troisième, et encore la perte, toujours plus douloureuse, toujours plus incompréhensible. Jusqu'à ce que les murmures remplacent la compassion. En 4 ans de mariage, Aya perdit 3 grossesses. À chaque fois, une partie d'elle s'éteignait un peu plus. Dans le quartier, les regards changèrent. Les salutations devinrent froides. Certaines femmes détournaient le visage quand elle passait. D'autres chuchotaient dans son dos, croyant qu'elle n'entendait rien. Cette femme-là n'est pas normale. On dit qu'elle mange ses enfants avant qu'ils naissent. Ce genre de femme attire le malheur dans une maison. Aya rentrait souvent le soir la gorge nouée, les larmes coincées, se répétant qu'elle n'avait rien fait de mal, que Dieu voyait tout, même si les hommes jugeaient sans savoir. Kofi, lui aussi, changea. Au début, il la défendait timidement, mais la pression de sa famille devenait chaque jour plus lourde. Sa mère venait souvent, s'asseyait sans un mot, soupirait longuement avant de lancer. « Mon fils, une maison sans enfant est une maison morte. Tu es le seul garçon de la famille. Qui va porter ton nom ?» Kofi restait silencieux, mais Aya voyait la distance s'installer, regards évités, nuit sans parole. Ce silence faisait plus mal que les insultes du quartier. Un jour, la vérité tomba comme une gifle. Kofi annonça d'une voix hésitante mais ferme. « Je vais épouser une seconde femme, Adjo. C'est la famille. » Il murmura sans la regarder. « Ce n'est pas contre toi, Aya. » Aya ne cria pas, ne supplia pas. Elle sentit simplement son cœur se fissurer en silence. À partir de ce jour, elle devint une étrangère dans sa propre maison. Lors des mariages du quartier, on l'évitait soigneusement. Certaines femmes murmuraient qu'elle portait malheur. Même les enfants semblaient avoir appris à garder leur distance. Quand Adjo entra officiellement dans la maison, les rires revinrent, mais plus pour Aya. Chaque soir, seule dans un coin de la cour, Aya se demandait comment l'amour avait pu se transformer en rejet, comment une femme pouvait être réduite à son ventre,
Et comment la douleur pouvait être aussi profonde sans laisser de traces visibles. C'est ainsi que commença pour elle une longue traversée de solitude, de honte imposée et de silence, dans un quartier où autrefois elle rêvait simplement d'être heureuse. Après les humiliations silencieuses, après les regards lourds de soupçons et les nuits passées à pleurer sans bruit, Aya finit par trouver refuge dans un endroit que presque personne n'osait fréquenter, les rives isolées de la lagune ébriée. Chaque matin très tôt, avant que le soleil ne s'impose avec sa chaleur écrasante, Aya quittait la maison sans un mot, marchait lentement sur les routes encore humides de rosée, laissant derrière elle les murmures du quartier pour aller s'asseoir au bord de l'eau, là où le silence semblait enfin l'écouter. La lagune avait toujours exercé sur elle une étrange attraction. L'eau était calme, presque immobile, reflétant le ciel comme un miroir fragile. Quand le vent se levait doucement, de petites vagues caressaient la berge avec une régularité apaisante, comme si la nature murmurait des paroles de consolation à ceux qui savaient écouter. Aya s'asseyait souvent sur une pierre plate, pieds nus frôlant le sable humide, les yeux perdus dans l'horizon flou. Parfois, elle parlait à voix basse, comme si l'eau pouvait comprendre ce que personne d'autre ne voulait entendre. « Pourquoi moi, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de douleur ?» C'était le seul endroit où elle se sentait encore humaine. Ni femme maudite, ni sorcière, ni épouse inutile. Simplement Aya, une femme brisée qui cherchait un peu de paix. Ce matin-là, quelque chose était différent. Le soleil tardait à se lever, enveloppant la lagune d'une lumière grisâtre, presque irréelle. Un silence inhabituel régnait, si profond qu'Aya pouvait entendre le battement de son propre cœur. Alors qu'elle s'approchait de sa pierre habituelle, un léger bruit attira son attention. Un son faible, fragile, presque étouffé, comme un souffle tremblant porté par le vent. Elle s'arrêta net. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle doucement, la voix hésitante. Aucune réponse. Pourtant le bruit se répétait. Une inquiétude mêlée de curiosité lui serra la poitrine. Elle suivit le son jusqu'à un endroit où les herbes étaient plus hautes, presque couchées comme si quelqu'un était passé récemment. Et là, au bord de l'eau, elle aperçut quelque chose d'inimaginable. Une petite forme immobile enveloppée dans une couverture claire reposait sur le sol humide. Aya s'approcha lentement, le souffle court, craignant presque ce qu'elle allait découvrir. Puis elle s'agenouilla, les mains tremblantes, et écarta doucement la couverture. C'était un bébé. Une petite fille, encore toute neuve, à la peau éclatante, presque lumineuse malgré la fraîcheur du matin. Les yeux à peine entr'ouverts, elle respirait faiblement, comme si elle luttait contre un monde qui venait de la rejeter. Le cœur d'Aya se serra violemment. « Mon Dieu, qui peut faire une chose pareille ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Elle posa instinctivement sa main sur la poitrine de l'enfant et sentit un battement fragile mais bien présent. À cet instant précis, quelque chose se produisit en elle. Une chaleur douce vint apaiser une douleur ancienne, comme si son cœur reconnaissait enfin ce qu'il avait tant attendu. La petite fille remua légèrement, laissant échapper un faible gémissement. Submergée par une émotion incontrôlable, Aya la prit délicatement dans ses bras, la serrant contre elle comme si elle avait peur qu'on la lui enlève. « Chut ! Je suis là maintenant, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Autour d'elle, la lagune semblait étrangement paisible. L'eau reflétait la scène comme un témoin silencieux. Pendant un instant, Aya eut l'impression irréelle que le monde s'était arrêté pour les regarder. Elle pensa aux femmes du quartier, à leurs accusations cruelles, à ceux qui disaient qu'elle ne pouvait pas donner la vie. Et elle sentit une étrange ironie lui traverser l'esprit. Alors que tout le monde la condamnait, c'était au bord de cette eau redoutée que la vie venait de lui être confiée. Longtemps, Aya resta assise là, incapable de bouger, pesant le poids de cette décision qui venait de tomber sur elle sans prévenir. La petite fille ouvrit les yeux pour la première fois, plongeant son regard calme dans celui d'Aya. À cet instant, toute hésitation s'effaça. « Je ne te laisserai pas ici. »« Jamais », dit Aya d'une voix ferme, comme un serment sacré. Elle se leva lentement, serrant l'enfant contre sa poitrine, et prit le chemin du retour, consciente que cette décision changerait sa vie à jamais. Lorsqu'Aya rentra chez elle ce jour-là, le cœur encore battant et l'enfant serré contre elle, le quartier sembla se figer à son passage. Quelques femmes cessèrent de bavarder, leur regard passant de la curiosité au soupçon. Les murmures commencèrent aussitôt. « C'est quoi encore ça ? Je vous avais dit que cette femme cache quelque chose. » Aya baissa la tête, accéléra le pas, se convainquant que seule la vie fragile qu'elle portait importait désormais. Quand elle franchit le seuil, Kofi était assis dans le salon, visage fermé. Adjo, sa seconde épouse, se tenait non loin, bras croisés, observant avec une attention glaciale. « Tu étais où depuis ce matin ?
lança Kofi d'un ton sec. Aya posa doucement le bébé sur le vieux canapé, prit une profonde inspiration et leva les yeux vers son mari. Kofi, j'ai trouvé cet enfant ce matin au bord de la lagune. Elle était seule, abandonnée. Je n'ai pas pu la laisser là-bas. Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Kofi s'approcha, fixa le bébé quelques secondes, puis recula brusquement. « Tu es devenue folle !» s'écria-t-il. « Tu ne sais donc pas ce que tu fais ?» Adjo laissa échapper un petit rire nerveux. Les gens du quartier avaient raison. Aya sentit son estomac se nouer. « Comment ça ?» Kofi se mit à faire les 100 pas, la voix de plus en plus dure. Une femme qui perd toutes ses grossesses, qui traîne seule au bord de la lagune et qui revient avec un enfant sorti de l'eau. Tu crois vraiment que je suis stupide ? Kofi, je t'en prie, c'est juste un bébé, une innocente. Ce n'est pas un bébé ordinaire. Cria-t-il. C'est un génie de l'eau, un esprit envoyé pour finir ce qu'il a commencé. Tu veux détruire ma lignée, c'est ça ? Adjo hocha vigoureusement la tête. Depuis qu'elle est ici, rien ne va. Et maintenant ça. Aya sentit les larmes monter, mais cette fois c'était une douleur d'injustice. Pendant 4 ans, j'ai souffert en silence. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai espéré. Et aujourd'hui, quand Dieu met une vie sur mon chemin, vous me traitez comme un monstre. Le mot « Dieu » sembla mettre Kofi encore plus en colère. Ne prononce pas le nom de Dieu ici. Hurla-t-il. Tu as attiré le mal dans cette maison et moi je ne veux plus de ça. Il ouvrit brusquement la porte et la désigna du doigt. Prends cette chose et sors d'ici tout de suite. Aya resta figée. Tu me chasses ? Kofi la regarda sans émotion. Je ne t'aime plus, Aya. J'ai déjà une femme qui peut me donner des enfants. Va-t'en. Ces mots furent plus douloureux que toutes les accusations réunies. Aya s'approcha du canapé, prit le bébé dans ses bras. À cet instant, la petite fille se mit à pleurer doucement, comme si elle sentait le rejet. Aya la serra contre elle. Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle à l'enfant. Je ne t'abandonnerai pas. Elle se tourna une dernière fois vers Kofi. Un jour, tu comprendras l'erreur que tu fais aujourd'hui. Mais il ne répondit pas. Sans un regard en arrière, Aya franchit la porte sous les yeux curieux des voisins déjà rassemblés et marcha devant elle sans savoir où aller, avec pour seule certitude cette petite vie contre son cœur. Ce jour-là, Aya perdit son foyer, son mari et le peu de dignité que le quartier lui accordait encore. Mais ce jour-là aussi, elle gagna quelque chose de bien plus fort, le courage de choisir l'amour quand tout le monde choisissait de la rejeter. Dans ses bras, l'enfant qu'elle nommerait plus tard Kenza respirait calmement, comme une promesse silencieuse que cette histoire ne faisait que commencer. Après avoir été chassée de Yopougon avec pour seul bagage quelques vêtements usés et un bébé qu'elle venait de nommer Kenza, Aya mit plusieurs jours avant de trouver refuge dans une zone rurale pauvre, loin du bruit de la ville, là où personne ne connaissait son histoire et où personne ne la pointait du doigt. Le village était modeste, presque oublié, routes poussiéreuses, maisons basses aux murs fissurés, vie rythmée par le lever du soleil et le chant des grillons à la tombée de la nuit. C'est là qu'Aya décida de recommencer à zéro. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle rouvrit une petite boutique de friperie installée sous un auvent en tôle, juste au bord de la route principale où passaient parfois des motos, des camions fatigués et quelques voitures pressées. Chaque matin, elle disposait soigneusement ses vêtements sur des cintres rouillés. Kenza, assise non loin, jouait avec des morceaux de tissu ou dessinait dans le sable. Les années passèrent ainsi. Kenza grandissait, et plus elle grandissait, plus sa beauté devenait troublante. Très fin, regard profond et intelligent, une présence douce mais lumineuse, comme si la vie avait voulu compenser l'abandon de ses premiers jours. Souvent, les clients s'arrêtaient devant la boutique, non seulement pour acheter, mais aussi pour observer l'enfant. Cette petite est spéciale, disaient certains. On dirait une enfant de riche, murmuraient d'autres. Aya se contentait de sourire, serrant parfois Kenza un peu plus fort contre elle, comme pour la protéger d'un destin qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. 3 années s'écoulèrent jusqu'au soir où tout bascula. Ce jour-là, le ciel s'assombrissait lentement lorsqu'une voiture luxueuse, brillante et imposante, apparut au bout de la route poussiéreuse. Le moteur fit un bruit étrange, puis s'éteignit brusquement juste devant la petite boutique d'Aya. La portière s'ouvrit. Une jeune femme élégante en sortit, robe coûteuse, bijoux discrets et précieux, téléphone à l'oreille, voix agacée. « Allô ? Oui, la voiture est tombée en panne. Non, je ne sais pas où je suis exactement. En pleine brousse, je crois. » Aya observa la scène avec curiosité tandis que Kenza, qui jouait devant la boutique, leva la tête et fixa la jeune femme.
À cet instant, la jeune femme s'arrêta net. Son regard se posa sur Kenza et son visage changea brusquement, comme si elle venait de voir un fantôme. Elle s'approcha lentement, oubliant presque son téléphone. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Aya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Madame, ça va ?» demanda-t-elle poliment. La jeune femme raccrocha sans répondre, incapable de détacher ses yeux de Kenza. « Cet enfant. Elle me ressemble. » Aya fronça les sourcils. « Pardon. » La jeune femme recula légèrement, puis sortit son téléphone et composa un numéro avec empressement. « Frère, viens ici tout de suite. »« Je t'en prie. » Moins d'une heure plus tard, une autre voiture arriva, encore plus luxueuse. Un homme en descendit, grand, élégant, regard sérieux, autorité naturelle. C'était Hassan, PDG d'une grande entreprise, un homme respecté et puissant, visiblement troublé dès qu'il posa les yeux sur Kenza. Il s'approcha lentement, s'accroupit devant l'enfant et la regarda longuement, comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose de profondément enfoui en lui. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il. « Kenza », répondit Aya, la voix prudente. Hassan inspira profondément. « Il y a plusieurs années, j'ai eu une enfant avec une femme qui ne voulait pas être mère. Elle a disparu du jour au lendemain. Et l'enfant aussi. » Aya sentit son cœur s'emballer. « Oh !» murmura-t-elle. Près de la lagune ébriée. Le monde sembla s'arrêter. Aya sentit ses jambes trembler et dut s'asseoir pour ne pas tomber. « C'est là que je l'ai trouvée, » dit-elle faiblement. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions inexprimables. Le lendemain, ils se rendirent à l'hôpital. Le test ADN fut effectué. L'attente sembla interminable. Quand le médecin revint avec les résultats, Hassan comprit avant même qu'on parle. « Elle est ma fille. » Aya sentit les larmes couler. Ce jour-là, elle comprit que la lagune ne lui avait pas seulement confié un enfant, elle lui avait confié un destin. Lorsque la vérité fut établie et que le test ADN confirma sans aucun doute que Kenza était bien la fille biologique de Hassan, un long silence s'installa. Hassan resta longtemps assis, regard perdu dans le vide, incapable de détacher ses yeux de Kenza qui jouait tranquillement avec un stylo, inconsciente de l'onde de choc qu'elle venait de provoquer. « Tout ce temps, » murmura-t-il enfin, la voix tremblante. « Tout ce temps, ma fille était vivante. » Aya, assise près de lui, sentit son cœur se serrer, partagé entre la peur de perdre l'enfant qu'elle avait élevé comme la sienne et la paix de savoir qu'elle n'avait jamais fait le mauvais choix en la sauvant. « Je ne l'ai jamais considéré comme un fardeau, » dit-elle doucement. « Kenza m'a redonné la force de vivre quand tout le monde m'avait abandonné. » Hassan leva les yeux vers elle, profondément touché. À cet instant, il ne vit plus seulement une femme courageuse, mais une mère au sens le plus noble du terme. Quelques semaines plus tard, Hassan insista pour qu'Aya et Kenza viennent s'installer chez lui, dans sa grande maison luxueuse à Cocody, quartier paisible, rue bordée d'arbres, loin du bruit et des jugements du passé. Pour Aya, franchir le portail de cette maison fut un choc silencieux. Elle qui avait connu la précarité, la honte et le rejet se retrouvait dans un univers de confort et de respect. Mais ce qui la toucha le plus, ce ne fut ni la grandeur des pièces, ni les meubles élégants, ni le jardin entretenu. Ce fut la manière dont Hassan traitait Kenza. Chaque matin il l'accompagnait à l'école, l'écoutait raconter ses petites histoires, riait avec elle, apprenait à devenir père avec une patience et une douceur qui surprenaient même Aya. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois dans le calme, Hassan posa soudain sa fourchette et regarda Aya avec sérieux. « Tu es diplômée, n'est-ce pas ?» Aya hocha la tête, un peu surprise. « Oui, une licence en économie. » Hassan esquissa un léger sourire. « Mon entreprise a besoin de personnes compétentes et honnêtes. Si tu l'acceptes, j'aimerais que tu travailles avec moi. » Aya resta sans voix. « Moi ? Oui. Toi. Tu as été forte quand tu n'avais rien. Tu as élevé ma fille sans rien attendre en retour. Ce genre de valeur ne s'apprend pas dans les grandes écoles. » Ce jour-là, Aya ne reçut pas seulement un emploi, elle reçut enfin la reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue. Les mois passèrent et la cohabitation transforma peu à peu leur relation. Entre les réunions, les repas partagés, les discussions tardives sur la terrasse pendant que Kenza dormait, une complicité naturelle s'installa, d'abord discrète, presque timide, puis de plus en plus évidente. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur Cocody, Aya se confia enfin. « Tu sais, j'ai longtemps cru que j'étais maudite. » Hassan la regarda avec attention. « Tu ne l'as jamais été. Tu étais simplement sur un chemin difficile. » Ces mots simples mais sincères touchèrent Aya en plein cœur.
Leur amour naquit sans bruit, sans promesse précipitée, comme une évidence qui s'impose avec le temps. Et lorsqu'Hassan lui demanda de l'épouser, ce ne fut ni par gratitude, mais par amour profond et respect sincère. Le mariage fut célébré quelques mois plus tard dans une ambiance grandiose et chaleureuse. Aya, vêtue d'une robe élégante, avançait le sourire aux lèvres. Non pas celui d'une femme qui cherche à prouver quelque chose, mais celui d'une femme enfin en paix avec elle-même. Lorsque la nouvelle parvint à Kofi, son cœur se serra douloureusement. Adjo, celle pour qui il avait tout sacrifié, l'avait quitté depuis longtemps pour un homme plus fortuné, le laissant seul avec ses regrets et ses choix. « J'ai perdu une femme en or », murmura-t-il un soir, trop tard pour réparer quoi que ce soit. 4 mois après le mariage, la nouvelle tomba comme une bénédiction. Aya était enceinte. Elle eut des jumeaux. Cette fois, aucune peur ne l'envahit, aucune angoisse ne l'empêcha de dormir. Elle se sentait protégée, entourée, aimée. Et chaque soir, en regardant Kenza jouer avec ses petits frères, Aya repensait à son parcours, à la douleur, au rejet, à la lagune. Et elle comprit enfin que certaines épreuves ne sont pas des punitions, mais des détours nécessaires vers une destinée plus grande. Car parfois, ce que la vie nous arrache d'une main, elle nous le rend au centuple, à condition de ne jamais perdre notre humanité. L'histoire d'Aya nous enseigne une vérité profonde. Dans la vie, ce que les hommes rejettent peut devenir la source de notre plus grande bénédiction. Accusée, humiliée, abandonnée, Aya a pourtant continué d'avancer. Et c'est dans sa douleur que son destin s'est transformé. Cette histoire nous rappelle que la patience finit toujours par triompher là où la méchanceté pensait gagner. Dis-nous en commentaire. Penses-tu que le rejet peut parfois être une protection déguisée? Et si tu étais à la place d'Aya, aurais-tu eu la force de continuer? Depuis quel pays nous suis-tu? N'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette histoire pour soutenir les histoires africaines vraies et inspirantes. Car parfois, une seule histoire peut redonner espoir à quelqu'un qui souffre en silence.